à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info. Voici tout de suite les titres que nous développerons dans cette nouvelle édition. La gouvernance des océans était au cœur d'un colloque qui s'est déroulé cette semaine à la Maison des Océans à Paris. La protection des océans toujours avec la suite de notre série de reportages consacrés aux navires d'exploration Yersin. Nous nous intéresserons cette fois-ci à l'aspect écologique. Nous reviendrons sur la projection du docu-film consacré au pilote automobile Clay Regazzoni. Et avant de débuter ce journal, ce jeudi matin avait lieu le traditionnel conseil de gouvernement. Premier conseil en présence du nouveau ministre pour les Affaires sociales et la Santé, Didier Gamerdinger, que l'on peut apercevoir sur ces images. Quelle gouvernance pour les océans au XXIe siècle? Voici la question posée mardi lors d'un colloque à la Maison des Océans à Paris. Fabien Bonilla vous apporte quelques éléments de réponse dans ce reportage. Près de 200 personnes sont venues assister à ce colloque à la Maison des Océans dans le 5e arrondissement à Paris. Colloque organisé par l'Institut français de la mer, l'IFM, et le Centre d'études stratégiques de la marine, en partenariat notamment avec l'Institut océanographique de Monaco. De nombreux spécialistes sont venus parler du thème de la gouvernance pour les océans au XXIe siècle, et ce, autour de plusieurs tables rondes. Ce colloque, il fait suite à un colloque qu'on a déjà organisé avec l'Institut océanographique il y a 1 an et demi, et où on avait tenté de démontrer que l'océan devait être considéré comme un bien commun de l'humanité. Mais ça nous avait amené à nous poser indirectement la question de la gouvernance, c'est-à-dire comment on gère les océans. Quel est l'intérêt, l'importance d'un colloque comme celui-ci? En quoi il est intéressant ce colloque? Alors il est intéressant parce qu'il est en lien avec des négociations très importantes qui vont s'ouvrir à l'ONU sur justement la gouvernance des océans en tant que telle. Il est important aussi donc, parce que c'est un véritable sujet, c'est-à-dire qu'on a des véritables difficultés maintenant sur certains points pour assurer une gouvernance optimale des océans avec toute la pollution qui est présente, les microplastiques et autres. Donc on a besoin d'inventer de nouveaux instruments juridiques. Et puis le troisième point qui est important aussi, c'est qu'une gouvernance en tant que telle, c'est essentiel, mais il faut penser tous les moyens qui vont avec, notamment la police en mer, le rôle des marines ou de la marine nationale notamment. Et donc ça va permettre de couvrir l'ensemble de ces thématiques. Après 9 ans de négociations, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a été adoptée en 1982. Cette convention, dite de Montego Bay, est entrée en vigueur en 1994. Ce traité a constitué à l'époque une avancée historique dans le but d'établir un ordre juridique global pour les mers et les océans. 23 ans plus tard, la communauté internationale s'interroge. Une nouvelle phase de négociation s'est ouverte depuis 2016 afin d'envisager de réglementer les perspectives futures et compléter, amender ou réinterpréter le cadre juridique existant. Autrement dit, ce traité ne correspond plus aux situations actuelles. Pendant très longtemps, la haute mer était considérée comme un vaste désert inexploré. On considérait qu'il n'y avait pas de biodiversité, il y avait très peu de moyens technologiques qui nous permettaient de l'exploiter. Aujourd'hui, ces choses-là ont changé. Donc on est obligé de revoir les termes juridiques pour pouvoir répondre aux enjeux actuels en matière de connaissances scientifiques, de préservation, de conservation. Et c'est là tout l'enjeu en fait, de la négociation haute mer qui a lieu en ce moment et depuis quelques années à New York. Et pour rendre cette gouvernance des océans en phase avec son temps, des solutions ont été proposées durant ce colloque. J'en ai énuméré une dizaine. La première que je cite, c'est de mettre un petit peu d'ordre dans les institutions maritimes qui interviennent dans la gouvernance des mers, de les coordonner parce qu'elles sont insuffisamment coordonnées, que les institutions qui travaillent au niveau mondial travaillent aussi avec les institutions régionales, de mettre en valeur le rôle des mers régionales comme la Méditerranée, avec une cohérence que l'on pourrait donner à ces accords régionaux avec par exemple la gestion des pêcheries qui se fait sur le même plan régional. Voici les 2 premières préconisations. Et puis il y a prendre en considération les acteurs nouveaux qui interviennent, la citoyenneté, parce que les réseaux sociaux donnent aux citoyens la possibilité de prendre directement la parole. Il faut en tenir compte. Il faut mieux asseoir le rôle des ONG. Les ONG ont un rôle qui est très important actuellement, mais qui est peut-être insuffisamment cadré par des règles qui devraient être davantage celles de leur transparence financière. Voilà, toutes ces propositions, nous les avons mises sur la table et puis elles sont débattues pendant toute cet après-midi.
Des propositions développées donc tout au long de l'après-midi et qui seront évidemment évoquées lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur les océans du 5 au 9 juin prochain. Et nous y serons. Je vous en parlais en début de semaine. Place à présent au second volet de notre série de reportages consacrés au Yersin. Après la présentation des différentes missions qu'il poursuivra, je vous propose de suivre cette fois-ci l'aspect écologique de ce navire qui se trouve actuellement au port de La Spezia en Italie. Le reportage est signé Sandrine Nègre. Des moteurs qui modulent en fonction des besoins, une empreinte carbone réduite, l'absence de tech sur les ponts, l'optimisation des consommations d'énergie grâce à des LED, l'isolation du bateau, l'utilisation de produits écologiques et un système de laverie et de séchage mis au point tout spécialement. Au moment même de sa conceptualisation, le Yersin était déjà un navire exemplaire en matière d'écologie, un domaine qui figure dans son ADN aux côtés d'autres domaines primordiaux. C'est un bateau que j'ai conçu comme un bateau sur un projet que j'avais intitulé ASE, qui veut dire Aventure, Science, Éducation. Donc dans ces 3 lettres et ces 3 mots, vous avez regroupé les missions que doit faire le bateau. Des missions d'aventure au sens large, des missions de science et puis des missions d'éducation, c'est-à-dire un peu de pédagogie. Une pédagogie qui comprendra bien sûr des éléments liés à l'écologie car le Yersin entend bien réduire ses impacts sur l'environnement. Les déchets seront évacués lors des escales. D'autres exemples sont aussi révélateurs. Une autonomie en eau douce, nous la fabriquons. On peut fabriquer jusqu'à 50 tonnes d'eau douce à bord par jour. Mais il y a une autonomie aussi, je dirais, dans un aspect de prévention de la pollution dans des environnements qui sont protégés. Par exemple, le bateau est équipé de caisses dans lesquelles nous stockons nos eaux usées et on peut tenir un poste de plus de 10 jours à peu près avec 40 personnes à bord. Voilà, sans rejeter une goutte d'eau sale à la mer. C'est notre moyen de laisser très peu de traces de notre passage dans des sites protégés. Une volonté de protéger l'environnement, de préserver les mers et les océans très largement partagée par l'ensemble des équipes à bord. Plus de 10 nationalités sont représentées, une vingtaine de personnes composent l'équipage au quotidien afin de contribuer aux explorations de Monaco dès cet été. Et ces grandes explorations à bord du Yersin impliquent, vous l'imaginez, un travail en amont et une organisation minutieuse. Écoutons à ce propos le capitaine du navire, Jean Dumaret. Effectivement, on ne se lance pas comme ça à l'aventure les yeux fermés. Alors ça commence par des pièces détachées. Il faut dissocier les pièces détachées de réparation des pièces détachées d'entretien. Donc nous prenons une autonomie suffisante en pièces détachées pour couvrir tous nos entretiens et cela pendant à peu près 1 an. Ensuite, nous avons les pièces détachées d'urgence en cas de panne, que nous stockons à bord et que nous essayons d'anticiper au mieux parce que rien n'est donné d'avance, on ne sait pas, on découvrira au fur et à mesure. Mais sur un acquis de 2 ans d'exploitation du navire, on a une très très bonne idée de ce que nous voulons faire. Ensuite, pour tout ce qui pourrait être donné de cartographie, d'informations nautiques, nous travaillons avec une connexion Internet où nous téléchargeons nos cartes de navigation. Alors nous sommes tributaires d'un système, satellitaire, mais les systèmes sont doublés et nous avons des banques de données bien avancées pour cela. La nourriture, c'est quelque chose qui se calcule très précisément. Ça paraît simple comme ça, mais ce sont des travaux qui impliquent énormément de logique et de préparation, avec une consommation des produits frais, puis au bout d'une quinzaine de jours, de passer sur des produits qui sont préparés, congelés. Enfin, il y a toute une préparation qui est faite à ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est une des plus importantes thématiques de l'organisation. En marge du Grand Prix de Monaco avait lieu en milieu de semaine dernière au Théâtre des Variétés la projection d'un film documentaire sur la carrière du pilote Clay Regazzoni. Une équipe de Monaco Info a assisté à cette soirée. Pilote emblématique de Formule 1 des années 70, Clay Regazzoni a eu une carrière digne d'un film hollywoodien. Et c'est avec cette idée en tête que le réalisateur suisse Felice Zenoni a porté le projet de son film documentaire Vivre à la limite.
On a commencé il y a 7 ans, on n'a pas trouvé le financement et puis on a repris l'idée il y a 2 ans et puis pour le réaliser on a fait une bonne année. Je sentais qu'il fallait faire ce film et puis à la fin je me suis rendu compte qu'il a combattu. Il a vraiment combattu, il a eu tellement de batailles, il n'a jamais laissé s'en aller et ça m'a impressionné, c'est vraiment un personnage qui a lutté jusqu'au fond. Une projection en avant-première en principauté et à laquelle d'anciens coureurs automobiles ont participé. Un événement qui prenait une tournure toute particulière puisque les bénéfices de cette soirée ont été entièrement reversés au Club Soroptimiste de Monaco pour l'action Handiplage. Handiplage, c'est une infrastructure qui permet à des personnes à mobilité réduite d'aller se baigner. Donc pour les gens qui connaissent, c'est le Larvoto à Monaco, donc vous avez la digue centrale et à cette digue, il y a à côté un joli parasol rouge où il y a des personnes qui accueillent les personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées qui veulent se baigner. Et c'est le Club Soroptimiste qui a initié cette action à l'été 2000. En 2006, ça a été repris par le gouvernement pour ce qui est la gestion des handiplagistes et tout le reste, tout ce qui est la gestion du matériel ou les petits compléments de confort, c'est notre club qui continue à le financer. Cette projection était organisée conjointement avec la fondation Dante Alighieri et le Zonta Club. Le site Handiplage, quant à lui, accueillera cette année les baigneurs du 3 juillet au 3 septembre sur la plage du Larvoto. Il est l'heure à présent de découvrir les prévisions météo de ces prochains jours. Vendredi, ciel mitigé, alternant soleil et nuages orageux. Il fera 20 degrés au lever du jour et jusqu'à 25 degrés dans l'après-midi. Samedi, temps estival précoce, largement ensoleillé. Dimanche, soleil dans la matinée. Les nuages feront leur apparition en cours de journée. Pour ce lundi de Pentecôte, risque d'orage dans la nuit. Le ciel s'éclaircira progressivement dans la journée. Mardi et mercredi, le soleil sera pleinement de retour. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité de la principauté sur le site Monaco Channel. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info.